Bonjour. Tout d'abord, en introduction à ma présentation sur les classes inversées, je souhaite préciser qu'il y a autant de classes inversées que d'enseignants qui la pratiquent. Ainsi, cette présentation n'est pas un modèle à calquer, mais plutôt une présentation de ce qui peut se pratiquer en classe inversée. Tout d'abord, nous allons voir comment on peut changer de posture quand on est enseignant et qu'on utilise cet outil. Tout d'abord, pour présenter la classe inversée, on peut dire que c'est un outil pédagogique au service du professeur que celui-ci peut adapter selon ses élèves et ses objectifs. Voilà pourquoi il existe autant de façons d'inverser sa classe que l'on peut l'imaginer. Dans ce modèle, les leçons sont exportées en dehors de la classe par l'intermédiaire ou de vidéos, mais également de podcasts, de textes à lire, etc. Tout ce qu'on peut imaginer. Le professeur n'est donc pas présent et l'élève est seul chez lui. De retour en classe, il y a une interaction entre l'enseignant et l'élève qui va être utilisée pour réaliser des activités permettant de développer des compétences plus complexes et approfondir les notions vues dans la capsule. Le temps du cours magistral a donc été déplacé en dehors de la classe. Ainsi, l'enseignant passe d'une logique de face à face, représentée traditionnellement par le cours magistral, à une logique de côte à côte, qui correspondrait ici aux nombreuses interactions avec les élèves. Mais pourquoi, à un moment donné, vouloir changer son approche pédagogique? Tout d'abord, des interrogations sur nos pratiques. On peut avoir le sentiment d'être celui qui travaille le plus dans la classe, une lassitude ou une incompréhension face au manque de réaction des élèves. Mais on peut aussi avoir un défi à relever, celui de la nécessité d'intégrer dans nos cours les outils que les élèves connaissent mais qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Par exemple, l'aspect collaboratif du numérique, la veille informationnelle documentaire que permet le numérique, mais également les partages de ressources. Ici, dans ce modèle, je vais vous présenter, donc à l'aide de cette infographie, la démarche de ma classe inversée. Classiquement, on peut dire qu'il y a deux temps en classe inversée. Le temps en dehors de la classe, à la maison, on va dire, et le deuxième temps qui correspond au retour en classe, avec la mise en pratique de ce qui a été vu dans les capsules vidéo ou dans les podcasts ou dans les textes à lire. Alors, en dehors de la classe, tout d'abord, il faut prévenir à peu près 10 jours à l'avance les élèves qui doivent prendre connaissance du cours qui aura été déposé sur une plateforme qui peut être un ENT par exemple, mais également un site pédagogique. Afin d'accompagner les élèves pendant ce temps hors scolaire, personnellement j'utilise Twitter ou la messagerie électronique, de manière à rappeler les devoirs, celui de voir la capsule, mais également pour répondre aux éventuelles questions soulevées par les élèves. La démarche de travail de l'élève, en dehors donc de la classe. Il doit prendre connaissance du plan de travail qui est déposé sur la plateforme. Nous verrons après ce qu'est un plan de travail, c'est un outil très important en classe inversée. Ensuite, il visionne une capsule vidéo. Alors la capsule vidéo, elle doit avoir, il est conseillé qu'elle ait une durée maximum de 7-8 minutes, pas plus. Mais également, donc je lisais des podcasts, des textes, des corpus de textes, des cartes, des infographies, des pages web, enfin tout ce qui peut consister des notions de cours pour l'élève. L'élève est invité ensuite à prendre des notes, selon une trame proposée par l'enseignant, ou alors selon leur propre initiative. Et enfin, les élèves doivent répondre à un quiz à compléter, quiz qui regroupe des questions assez simples sur la compréhension du cours, mais également s'il y a eu des difficultés rencontrées, et enfin, si les élèves souhaitent poser des questions au reste de la classe. Alors, une présentation donc de ce qu'est un plan de travail, qu'on appelle encore une feuille de route. Alors ici, un plan de travail individuel en première STSS. L'élève le reçoit de cette manière-là en format A4. Je rappelle toujours le pôle, le chapitre, le cours. Il y a un lien à l'aide d'un flashcode qui permet de retourner à l'activité, aussi pédagogique et donc à la capsule. Il y a également 3 bulles. Ce que l'élève sait en début de sujet, ça peut le rassurer, ça lui permet de voir qu'il a des connaissances. Ensuite, en fin de séquence, ce qu'il a retenu sur le sujet et l'avis qu'il peut donner à son travail.
Ensuite, le plan de travail se présente donc pour moi sous la forme d'un tableau où il est mis tout ce que l'élève doit faire. Par exemple, ici, je lui dis est-ce qu'il a déjà fait la bulle sur ce qu'il sait sur le sujet. Ensuite, il sait qu'il doit regarder la vidéo, remplir un questionnaire. Il va devoir réaliser une tâche simple. On verra ce qui est ensuite, qui est non obligatoire. Il a le lien pour aller vers cette tâche simple. Ensuite, il a les liens vers les activités plus complexes. Ensuite, voilà, je lui dis qu'il faut faire la carte mentale, un autre cours à voir, une autre capsule, etc. Il sait également qu'il a une date butoir. Pour telle date, il doit en être à ce moment-là, c'est-à-dire la phase d'évaluation, hein, qui permet, en tout cas qui est une date pour laquelle tous les élèves doivent avoir fait, ou en tout cas progressé dans leur plan de travail. Alors je dis qu'il est individuel, pourquoi? Parce que dans une même classe, je peux avoir des groupes d'élèves qui en sont à des moments différents dans leur plan de travail. Je peux très bien avoir un élève qui travaille sur la première tâche complexe ici et un autre groupe qui est déjà en train de visionner la deuxième vidéo pour cette séquence-là et qui va attaquer par exemple une tâche simple. Donc on est vraiment ici dans une autonomie de l'élève. Il prend ses responsabilités dans sa progression. Donc le plan de travail a bien deux objectifs: permettre à l'élève de savoir ce que l'on attend de lui tout au long de la séquence, c'est important, et permettre également à l'élève un accès vers l'autonomie. Car les élèves ici progressent à leur rythme, en fonction de ce qu'ils ont besoin de faire. Donc voilà pour le plan de travail. Alors, une fois le retour en classe, nous faisons un bilan sur ce qui a été compris ou mal compris dans la capsule vidéo. On essaie également de répondre aux questions qui auraient été éventuellement posées par les camarades dans le quiz. Et ensuite, eh bien, nous passons aux activités proposées donc aux élèves. Tout d'abord, on a une première mise en activité qui se présente sous la forme de tâches simples. Alors les tâches simples, ce sont des activités de vérification des savoirs, c'est-à-dire un exercice qui va évaluer la bonne compréhension des notions qui ont été abordées ou dans la capsule, le podcast, enfin tout ce qui peut être utilisé en dehors de la classe. Cette tâche peut être facultative, c'est-à-dire que les élèves ne sont pas obligés de la faire. C'est en fonction de ce qu'ils estiment avoir ou ne pas avoir compris dans la capsule qu'ils vont réaliser cette activité. Un exemple de tâche simple, donc toujours utilisée en première, avec des verbes de consigne assez simples. Ici, par exemple, nous étions sur la mesure des indicateurs de santé. Je demandais de présenter la part des naissances des naissances et des décès en Picardie. Ils ont un lien. Ils doivent rappeler de quelle catégorie d'indicateurs il s'agit, c'est en lien avec la capsule, et rappeler les autres indicateurs en proposant une classification à l'aide d'une carte mentale. Donc ici, on est sur une tâche simple, c'est-à-dire qui demande peu au niveau cognitif, qui n'est pas très compliqué. Donc cette tâche simple reste facultative. À préciser, le travail est toujours collaboratif. Dans ma classe, les élèves ne travaillent jamais seuls. À un seul moment, à la limite, c'est le moment de l'évaluation. Mais sinon, les élèves travaillent toujours en groupe. C'est-à-dire qu'ils sont partenaires dans leurs apprentissages. On part du principe que chacun a quelque chose à apporter aux autres. Donc, ils mutualisent leur travail et ils construisent le savoir ensemble. Une fois que la tâche simple a été faite ou pas, ça dépend vraiment du besoin des élèves, on passe à une deuxième mise en activité, ce qu'on appelle la tâche complexe. Alors la tâche complexe, elle va permettre de travailler des savoir-faire. Elle se présente sous la forme de mission à accomplir, de projet à mener, et elle permet donc de travailler les savoir-faire. Elle demande bien souvent une production d'une tâche finale. Une production d'une tâche finale, soit orale, visuelle, ou alors un cours même à réaliser à l'intention des camarades ou à des élèves d'autres établissements. Un exemple ici de tâches complexes. Alors, les tâches complexes, moi, que je propose, sont en général de deux formes. La tâche complexe que j'appelle guidée et la tâche complexe que je dis en autonomie. Guidée, c'est-à-dire que je vais aider l'élève dans les consignes. Ici, par exemple, les élèves, toujours sur les indicateurs, avaient pour mission de présenter des informations issues d'un document. Ils ont la source,
Ce que j'appelle guider, par exemple ici, eh bien je détaille ce que j'entends par présenter. Voilà, j'explique vraiment ce qu'on entend par le verbe de consigne présenter. Hein. Le travail est réellement guidé. Ils doivent ensuite réaliser comme tâche finale une capsule vidéo qui est diffusée sur un blog à destination d'autres élèves. Pour ça, dans cette activité donc guidée, j'explique comment on fait pour réaliser une capsule vidéo. Tout d'abord, ils savent qu'ils doivent construire un storyboard. Je leur donne le lien vers le storyboard. Ils n'ont plus qu'à le compléter. À me le donner, on vérifie. Une fois qu'il a été visé par moi, ils peuvent passer à la réalisation de la capsule. Et pareil, ici, ils ont des tutoriels qui leur permet d'utiliser tel ou tel outil en fonction de celui qu'ils veulent faire. Donc il suffit qu'ils flashent et ils ont accès au tutoriel. Là, pour moi, c'est ce que j'appelle une tâche complexe guidée. La tâche complexe en autonomie, on est sur le même travail, sur les indicateurs, on a une source qui est différente. Et ici, je n'explique pas, par exemple, on est dans un verbe de consigne qui est de démontrer, et je n'explique pas ce que j'entends par démontrer. Ils doivent aussi réaliser une capsule en tâche finale. Ils savent qu'ils doivent faire un storyboard et qu'ils doivent utiliser au choix un de ces trois outils pour réaliser la capsule, mais ils n'ont pas les liens vers les sources. C'est à eux en autonomie, d'aller rechercher éventuellement les tutoriels, savoir entre eux comment on fait un storyboard, regarder dans le site de la classe comment on fait, ce que signifie le verbe de consigne démontrer, etc. Voilà, les élèves sont en autonomie. Alors bien sûr, le rôle du professeur dans ce parcours-là, eh bien, on a un rôle de guide, de régulateur, c'est-à-dire qu'on passe voir tous les groupes, mais de façon inégale, en fonction de leurs besoins. On va répondre aux questions, on va animer, on va vérifier que les délais de temps sont bien respectés. Ainsi, quand on est donc libéré de l'écriture du cours, puisqu'on a plus ce cours magistral, on va donc se concentrer davantage sur les élèves et notamment les élèves en difficulté. Donc voilà pour ce qui concerne les mises en activité, soit la tâche simple et ensuite les tâches complexes. On a enfin le dernier temps, l'évaluation, comme dans les modèles plus classiques d'enseignement. Alors, le temps d'évaluation. Pour moi, je pratique ce que j'appelle une évaluation coopérative, c'est-à-dire que les élèves vont s'entraider pour préparer l'évaluation. C'est-à-dire qu'on a créé un forum de la classe sur lequel les élèves doivent aller rédiger une question qui va porter sur le cours qui a été vu, avec le corrigé qui correspond. Pour cela, ils savent qu'ils doivent utiliser les verbes de consigne. Le groupe classe doit aller visiter le forum régulièrement et proposer des corrections, voire des améliorations par rapport aux questions qui ont été déposées par les camarades. Ils peuvent ainsi élire également les meilleures questions-réponses du groupe. Je vérifie, moi, bien évidemment, régulièrement leur travail, j'apporte des commentaires. Et ils savent que lors de la création de mon évaluation, j'utiliserai quelques-unes des questions proposées par les élèves, qui auront été donc validées par moi et par les camarades. Ainsi, sans le savoir, les élèves travaillent une forme de fiche de révision du cours et sont ainsi incités à réviser leur cours. De toute façon, en classe inversée, l'évaluation est à la fois, comme dans les modèles traditionnels, formative et sommative. Voilà, donc pour conclure ma présentation, je citerai une phrase de Marcel Lebrun, issue de son ouvrage Classe inversée, enseigner et apprendre à l'endroit, qui dit que l'enseignant n'est pas le maître sur l'estrade, mais l'accompagnateur attentif. Et j'ajouterais que notre seule limite dans ce modèle reste notre imagination. Voilà, je vous remercie.